Bonsoir à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, la fondatrice de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Avec nous ce soir pour ce 4e épisode de notre série Penser l'après-patriarcat, nous avons 2 chercheurs, chercheuses. On va avoir l'opportunité d'appréhender un sujet qui est très important mais qui reste aujourd'hui peu discuté, en tout cas par les médias, les personnes des minorités sexuelles, qu'on appelle également les queers, ou autrement dit les personnes sortant de l'hétéronormativité. Donc on aura l'opportunité de discuter avec Natasha Chetcuti-Ozorowicz. Alors vous êtes sociologue, enseignante-chercheuse à Centrale Supélec, et vous êtes également spécialisée sur les violences de genre. Et on a également Bruno Perrault, vous êtes politiste, professeur au MIT et spécialiste de théorie sociale et politique. Vous avez notamment parlé beaucoup de la théorie queer, avec en 2018 une publication qui s'appelait « Qui a peur de la théorie queer ?» Donc moi j'ai une question finalement, comment on en vient à se spécialiser sur cette question? Par passion, d'abord. Lorsque j'étais étudiant à Paris 1 en sciences politiques, je n'avais pas même l'idée que de tels sujets puissent être étudiés. Les cours étaient très rares. Les chercheuses et chercheurs qui s'étaient engagés sur ces questions étaient bien souvent bloqués dans leur carrière, donc difficiles à identifier. Et c'est une rencontre, celle d'Evelyne Pizier, qui donnait un cours d'histoire des idées politiques, cours que j'ai choisi. Et il se trouve qu'elle a fait porter son cours sur le Pax et la parité. On était en 1999, invitant toutes sortes de personnes à commenter l'actualité. Et ça a été une véritable révolution personnelle et épistémologique. Je vous remercie en tout cas. Alors, oui, Madame Non, je ne sais pas si c'était la question, si on répond tous les deux du coup à la même question. Tout à fait. D'accord. Alors, oui, je rejoindrai un peu Bruno sur l'idée de la passion, mais plus encore, ça vient de corps aussi incarné. C'est-à-dire, si moi, au départ, j'ai travaillé d'ailleurs d'abord sur les études féministes matérialistes, c'est la rencontre d'abord de textes, la rencontre d'auteurs comme Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, Paola Tabet, Monique Wittig, et qui, au fond, ces textes théoriques et ces textes politiques aussi m'ont permis de me situer aussi en tant que lesbienne dans un système, je dirais, à la fois androsocial sur le plan du champ académique et hétérosocial dans l'ensemble de la société. Donc, c'est à la fois par conviction politique, mais aussi par corps incarné et avec, à l'époque, en tout cas, l'idée l'idée un peu dingue qu'au fond, on pouvait aussi transformer les champs académiques à partir de ces sujets minoritaires et à partir de ces modes de conceptualisation. C'est ce que vous avez réussi à faire en tout cas, et on en parlera un peu plus pendant ce webinaire. Donc en tout cas, on est là pour penser l'après-patriarcat. Jusqu'ici, dans nos webinaires, c'est un concept qui a pas mal fait parler. Voilà, penser l'après-patriarcat, est-ce que l'après arrivera, est-ce qu'on y est? Alors, quelle est, vous, votre vision sur ce fameux patriarcat et l'après? Alors, bon, je prends la parole avec Bruno. On a réfléchi un peu à une dynamique quand même de conversation numérique. Alors, premièrement, moi, Bruno aussi d'ailleurs, mais ça nous interroge, on pourrait dire, l'usage même de patriarcat. Alors, et d'après encore plus, mais Bruno va en parler. Alors déjà, d'usage du concept même de patriarcat. C'est un concept qui a été beaucoup utilisé dans les travaux des années 70, notamment par Christine Delphi, pour penser la question du système de subordination des femmes, articulé à la question du système de production et de reproduction, donc, et de ce qu'on appellerait donc du champ capitaliste, et par le pouvoir aussi des pères. Enfin. Bon, donc je ne suis pas sûre que ce soit le concept aujourd'hui le plus actuel, mais par contre, je reste interrogative sur pourquoi les nouvelles générations l'utilisent. Ça, peut-être, vous pourrez nous y répondre tout à l'heure. Autre élément, je ne suis pas sûre non plus qu'on puisse parler de post-patriarcat, pour autant, dans ce qu'on pourrait appeler une situation, une société d'arrangement entre les sexes. Ça, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on est au contraire dans une tension très paradoxale sur laquelle on reviendra, puisque c'est un des points de ce soir, sur le fait que nos sociétés contemporaines sont travaillées par une tension entre un affichage de principes d'égalité entre les sexes
et au fond, alors qui se traduisent en droit ou par le droit, et ça Bruno est très fort là-dessus pour en parler, et en fait une fabrique récurrente hein, plus que d'inégalités, de rapports hiérarchisés entre les sexes genres. Donc moi je parlerai davantage d'androsocialité, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, l'idée selon laquelle au fond, à la fois dans le champ scientifique, d'ailleurs, même si ça a beaucoup évolué depuis 40 ans, mais aussi dans le champ du social en général, au fond, les femmes sont toujours renvoyées à leur spécificité de sexe en opposition à une généralité qui serait la société des hommes, en fait, voilà, qualifiée de société humaine. Et ça, je pense que c'est un effet idéologique fondamental du rapport de pouvoir entre les sexes qui est toujours présent, alors de manière évidemment qui a varié depuis une quarantaine d'années. Autre concept qui, à mon sens en tout cas, enfin, c'est celui que j'utilise et qui me semble plus pertinent en termes de catégorie d'analyse, c'est celui d'hétérosocialité. C'est-à-dire, alors évidemment, là aussi, je prends inspiration sur, je dirais, celles qui m'ont fondée théoriquement, dont Monique Wittig, où Wittig montre bien comment l'hétérosocialité est un régime politique qui, au fond, construit de manière très totalisante et universalisante l'histoire au singulier, le langage au singulier, on y reviendra tout à l'heure, hein, sur la langue, enfin, sur tout un tas de productions de concepts à l'intérieur de laquelle les catégorisations hommes et femmes construisent une pensée de la différence hiérarchisée entre les sexes. Ça, c'est le régime politique de l'hétérosocialité. Et donc, c'est en montrant le lien entre domination masculine et après ses permanences et ses formes variées et le régime politique de l'hétérosexualité plutôt, qu'on peut rendre compte des formes de violence visibles et invisibles que je qualifie de continuum de genre, de continuum de violence de genre. Donc enfin, à mon sens, en tout cas, c'est un concept d'analyse qui me paraît plus heuristique. Alors, et pour finir, pourquoi j'utilise le continuum de violence de genre, on y reviendra aussi tout à l'heure, hein, c'est l'idée que ça permet en tout cas plutôt de signifier les violences visibles et invisibles qui résultent de cette hiérarchisation des rapports sociaux de sexe. Et je vais être très claire là-dessus. Ces violences qui contrôlent la vie des femmes, hein, qui se construit sur un dispositif où il y a à la fois une attente sociale genrée, qui est celle que, au fond, les femmes respectables ne sont pas violentes, ou acceptent d'être victimes, ou y cèdent, et un présupposé de genre qui est que les femmes prennent soin des autres. Voilà. Et c'est articulé à d'autres systèmes de domination, qui est le travail salarié, avec ces inégalités salariales. Hein. Aujourd'hui, on parle de la crise du Covid. Eh bien, 70% des femmes, 70 personnes dans le secteur de soins sont des femmes, notamment des infirmières, par exemple. Le travail domestique, la production d'enfants, etc. Voilà. Et donc, pour conclure sur ce point, je ne sais pas si on peut penser l'après, ça je ne crois pas. En tout cas, en tant que sociologue, on pense les faits contemporains dans le présent. Par contre, on peut, alors ça je parle en termes de, enfin je suis plus proche d'une sociologie de l'émancipation, on peut penser les formes de résistance. Et en pensant les formes de résistance, et justement les groupes minoritaires et les marges donc du système, eh bien ça permet de penser la possibilité d'un autre possible de société. Voilà, donc moi je dirais, je ne reprendrai pas la phrase de Simone de Beauvoir, si on ne naît pas femme, on le devient, mais plutôt je dirais à ce titre-là, on ne naît pas femme et on s'acharne à ne pas le devenir, voilà, dans une volonté de décatégorisation des genres comme utopie concrète. Voilà, et je laisse à Bruno pour le soin de parler de l'après. Il y a beaucoup de résonance entre nos deux champs de recherche et on a aussi, tu le disais en introduction, des parcours qui résonnent, puisqu'on vient aussi du champ militant. On a été ACT UP l'un et l'autre à Toulouse et à Paris. J'ai milité dans des associations de jeunesse LGBT. Et c'est vrai qu'à la fin des années 90, dans ces espaces-là, qui étaient de plus en plus connectés au milieu académique, parce qu'il s'agissait d'un moment où il y avait un besoin d'expertise en vue de la transformation d'un certain nombre de politiques publiques, notamment sur la question du couple, de la reconnaissance de la conjugalité homosexuelle. Les outils que l'on a mobilisés ont été des outils inspirés des lectures d'ailleurs. Donc,
Pour ce qui me concerne, en 1998, Pierre Bourdieu avait sorti La domination masculine. Il y a une tradition féministe très forte, matérialiste d'études, Natacha l'a rappelé, de ce qu'est la domination masculine. Et donc, c'est vraiment ces concepts-là qui m'ont animé. Alors, c'est vrai, ceci étant, que la notion de patriarcat revient assez fortement sur la scène publique au courant des années 90 avec la revendication politique de parité. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de mettre en lumière comment le système politique est fondé sur l'exclusion des femmes. Et donc, le terme de patriarcat, d'arché, le pouvoir, revient au cœur de la discussion. Et il a sans l'ombre d'un doute, c'est sans doute pourquoi aussi il revient beaucoup dans les discours des nouvelles générations féministes. Il a une efficacité militante considérable puisqu'il désigne un système et pas simplement des discriminations individualisées ou groupe à groupe. Ce qui, moi, me freine néanmoins, c'est que le pouvoir, c'est à la fois un système, mais c'est aussi de la capillarité. Ce sont, comme l'a dit Natacha, des exercices de contrôle, d'influence qui sont bien souvent locaux, qui suscitent des déplacements, des résistances. Et donc, ce que la notion de patriarcat ne capte pas toujours avec, à mon sens, suffisamment de subtilité. Et puis par ailleurs, il y a plein d'autres concepts qui circulent. Au moment des débats sur la parité, Françoise Gaspard avait écrit un article qui expliquait qu'on était davantage dans une situation de fratriarcat, c'est-à-dire en politique où les frères se partagent le pouvoir, qu'une situation patriarcale. Quand on parlera du langage, le concept de phallogocentrisme est aussi très important. Et puis alors sur la question de l'après, qui est finalement toujours un après-coup, hein, pour paraphraser Blanchot. Ce qui m'ennuie, c'est que à la fois il y a beaucoup d'espoir et je trouve ça formidable, et en même temps il faut être capable de penser l'hétérogénéité du temps politique. C'est-à-dire que l'idée d'après induit une certaine continuité qui correspond pas continuité et homogénéité qui correspond pas nécessairement à la réalité de la vie des minorités. Les minorités vivent dans des temporalités qui sont pas nécessairement des temporalités linéaires. La femme de ménage qui travaille tard la nuit et qui vit à contretemps du reste de son entreprise, des groupes d'amis gays qui sortent le soir, qui développent une socialité à d'autres moments de la journée, etc. Et puis, il faut le dire aussi, le marquage du corps des minorités est un marquage qui a une permanence de telle sorte à ce que l'on ne se détache jamais totalement de cette marque. Donc, le futur est un futur qui est toujours complètement marqué par cette histoire, même de façon spectrale, l'histoire de la discrimination. Derrida avait cette très belle formule, il parlait du présent de la présence pour noter l'importance politique qu'il y a de penser cette dimension. Et puis peut-être la dernière chose pour conclure, c'est que au fond, la possibilité de penser un après est aussi socialement située. À l'évidence. Lorsque l'on vit dans l'urgence du présent, la possibilité même d'un après, même si elle peut structurer de façon fantasmatique votre vie, ne correspond pas à la réalité matérielle qui est la vôtre. Donc, comme vous êtes à Sciences Po, et pour rendre hommage à Juliette Gréco, ce serait peut-être le moment de se dire qu'il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Très belle transition en tout cas. Et pour répondre à votre question, Natacha, sur le pourquoi finalement ma génération continue ou réutilise cette notion de patriarcat, je pense qu'en effet, c'est la facilité aussi pour l'expliquer aux autres, parce que le patriarcat, c'est quelque chose qui est compris par un peu toutes les strates de la société, ça a été assez bien intégré. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle, en tout cas, on la réutilise avec autant de force et avec autant de vigueur. Et sur, oui, cette nécessité d'avoir le temps de penser l'après et donc
le différent rapport qu'on peut avoir en fonction de notre position dans la société, tout à fait. Et j'ai eu une discussion très récemment avec un chercheur sur le fait que finalement le capitalisme, une de ses bases, c'était de nous garder occupés et de mettre un peu au top de l'échelle des personnes qui sont tout le temps occupées, qui travaillent énormément. Et c'est aussi pour nous retirer notre capacité de penser finalement et de remettre en question ce système-là. Donc ça faisait un peu écho à cette discussion. Donc maintenant, pour approfondir notre sujet donc sur les discriminations et la façon dont l'hétéronormativité s'exprime dans la société, donc on souhaitait aborder la question du langage. Selon vous, voilà, c'est un marqueur quand même de la norme hétérosexiste dans la société. On le voit aujourd'hui, le langage est masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin, donc c'est quelque chose qui a été assez intégré par toutes les générations, mais qui est maintenant remis en question. Donc pourquoi est-ce que maintenant, finalement, on a besoin de se départir de cette norme? Alors, Bruno, je lance et après, je ne sais pas si on peut se départir de cette norme, mais en tout cas, je pense que là aussi, la question de la langue, elle n'est pas indissociable des pratiques sociales. Donc tout à l'heure, Bruno rappelait effectivement que penser l'après dépend aussi des conditions matérielles de vie. La langue et les pratiques sociales sont prises au piège de manière permanente avec justement cette catégorisation de sexe. Je ne sais pas si donc à mon sens, il faut travailler sur les conditions de la matérialité des formes linguistiques. Et donc là aussi, se libérer des formes catégorielles pour faire émerger justement des sujets parlants qui sont occultés dans le système hétérosexuel. Je pense qu'il n'y a pas de sujet tant que justement on est à l'intérieur de ces catégories qui piègent au fond la question du sujet. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisation de la langue en opposition à masculinité de la langue, donc le non neutre de la langue. Ça c'est une vraie avancée. C'est-à-dire qu'en 40 ans, l'idée que la langue n'est pas si neutre, ça, tout le monde, je crois, enfin tout le monde, en tout cas, c'est assez commun. Et donc, la proposition du langage inclusif. Alors, à mon sens, mais là aussi, il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies à moyen, à long terme, mais puisqu'on est là pour penser aussi autrement que là où on est aujourd'hui. Donc, moi, je pense que le langage inclusif n'introduit pas justement d'emblée une remise en cause de la conception binaire des sexes et des genres et du système sexe-genre. Pourquoi? Parce que dans ce langage inclusif, il y a toujours des hommes et des femmes. Voire même la marque du genre, pour reprendre la formule de Wittig, elle montre bien que dans la langue, la marque du genre, ce sont les femmes, ce n'est pas les hommes. Et là, je trouve que même la marque du genre reste toujours le féminin et qu'en fait, la question de la neutralité de la langue reste toujours agissante. Alors bien sûr, et c'est là la grande évolution quand même, cela rend visible que, et à la fois dans l'espace social et dans la langue, il y a des hommes et des femmes. Mais pour autant, je ne suis pas sûre que ça remette en cause la hiérarchie de la différenciation sociale entre les sexes et genres, entre ce que Claire Michard, qui est une sociologue aussi féministe matérialiste, sociolinguiste, appelle la différence entre humain relatif et humain neutre. Et ça, c'est important. Et en outre, le champ lexical ne renvoie pas non plus aux mêmes propriétés humaines, parce que justement, la langue est construite dans un rapport subordonné, voire coordonné. Par exemple, le terme de chasseur ne renvoie pas à la même désignation que chasseuse. Maître, maîtresse, etc. Bon, on pourrait parler des noms relationnels, épouse, mère, etc., etc. Tous ces termes ou la désignation de sexe femme tout court. Donc ça, on a d'ailleurs, je ne sais pas pour faire la publicité, mais on a co-dirigé avec Luca Greco un ouvrage dans lequel Bruno a contribué, qui fait état aussi de ces discussions dans un titre qui s'appelle « La face cachée du genre » en 2012, et où on pourra retrouver toutes ces contributions. Donc moi, pour ma part, j'ai choisi l'accord de proximité dans mon écriture. C'est quoi l'accord de proximité? Je vous donne des exemples. Par exemple, j'espère que les auteurs et autrices présentes vous auront répondu, etc. Ou autre phrase, voyez à quel point les prisonnières et prisonnières impliquées dans cette situation, etc. Et en fait, par cet accord de proximité, au fond, je vais mettre l'accent, et mon dernier livre qui va paraître au printemps est tout écrit à l'accord de proximité comme ça, selon là où justement ce que je veux démontrer et selon quelle est la force aussi du sujet dans la phrase.
Je ne dis pas que c'est la solution universelle, hein, mais moi, personnellement, c'est la solution que j'ai trouvée le plus en adéquation à la fois avec ma position théorique et là où par l'écriture aussi, j'ai une nécessité de rendre compte des rapports sociaux et de leurs possibles changements. Parce qu'en fait, c'est aussi une vision, la langue. C'est une vision aussi du rapport social. Voilà. Bruno? Moi, j'ai signé la pétition qui avait été initiée par Eliane Viennot, l'historienne, Ah oui, en faveur de l'écriture inclusive, pour plusieurs raisons. La première, c'est que cet usage permet de faire bouger les lignes, c'est-à-dire de poser cette question de l'apparente neutralité de la langue via le masculin, ce dont Natacha a parlé. Ça permettait aussi d'historiciser les usages de la langue, notamment le fait que les accords de proximité ont été assez librement pratiqués avant que l'Académie ne vienne poser des règles qui allaient dans le sens contraire. Alors néanmoins, je partage aussi une certaine réticence, je dirais, devant moins l'usage de l'écriture inclusive, mais l'usage, si j'ose dire, exclusif de l'écriture inclusive. C'est-à-dire, comment faire pour pluraliser les usages et conventions d'usage de la langue plutôt que de remplacer une norme par une autre, ce qui n'est pas du tout l'objectif de la pétition au départ, je tiens à le préciser. Parce qu'il y a en effet aussi une forme de bicatégorisation via l'écriture inclusive, de différentialisme qui pose question. C'est très différent. Alors quand je dis pluraliser, quelques exemples, le L pluriel de Monique Wittig dans Les Guerrières, qui permet de repenser complètement une espèce de bombe dans l'usage de la langue, effacer la marque du genre. C'est un exercice que je fais faire à mes étudiants au MIT, d'écrire une nouvelle en effaçant totalement la marque du genre en français, ce qui est un exercice difficile. C'est ce qu'avait fait l'oulipienne Anne-Françoise Garetta dans Sphinx, qui est un roman où le... Anne Garetta. Oui, absolument. Anne-Françoise, oui. Oui, oui. Le YEL, évidemment, qui est aussi une autre façon de neutraliser par la mise en commun, l'accord de nombre, qui est aussi très précieux. Là encore, quand j'enseigne, j'ai beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants. Je nous désigne en utilisant le féminin pluriel systématiquement. Ce qui a évidemment des effets sur l'ensemble du groupe et sur les rapports de pouvoir aussi qui s'exercent entre nous. L'inversion du genre, bien évidemment. Je me souviens d'une anecdote qui était rapportée, je crois que c'était par Philippe Mangeot, à propos de Clouz Velay, c'est-à-dire deux anciens présidents d'Act Up Paris. Et Clouz parlait toujours de lui au féminin. Et ils avaient une réunion au ministère de la Santé qui se passait mal. À partir du moment où il a utilisé le féminin pour se désigner, ça a mis le ministre en état de panique complet et le rapport de pouvoir s'est totalement transformé. Donc, ce que je veux dire dans l'idée de pluraliser les usages de la langue, c'est toujours penser la langue contextuellement et stratégiquement, d'une certaine façon. Et c'est d'autant plus important pour les minorités, c'est que les minorités, en quelque sorte, sont parlées avant que de parler. Elles apprennent d'abord la langue du dominant avant de développer une langue vernaculaire. Donc il y a toujours quelque chose de clivé, une forme de traduction dans l'expérience minoritaire. Et donc, plutôt que de chercher une sorte de nouvelle norme, puiser dans en quelque sorte, cette tension permanente dans laquelle vivent les minorités à quelque chose de plus de précieux, me semble-t-il. Puis enfin, peut-être une dernière chose, c'est que la langue, c'est pas seulement la langue que l'on parle, la langue que l'on a apprise enfant, ce sont d'autres langues. Les minorités utilisent aussi beaucoup de vocabulaire qui viennent d'autres langues pour la transformer, notamment dans l'arsenal militant.
Et puis, ça vient, au fond, que la langue a une certaine performativité dans toutes sortes d'expériences sociales où ils et elles sont exclus. Et donc, ça amène aussi à penser, finalement, d'autres langues. Le droit, c'est une langue aussi. De penser la performativité d'un dispositif juridique. Quand j'avais travaillé sur l'adoption il y a quelques années, j'avais été frappé par la façon dont les candidates et candidats à l'adoption, à l'agrément, absorbaient les catégories juridiques et n'arrivaient pas à s'approprier le langage même du droit. Donc ça, c'est un enjeu aussi absolument fondamental. Et dans tous les cas, l'écriture inclusive, on voit maintenant que c'est un enjeu qui gagne en puissance et on a un peu les pour et les contre. Et je me souviens d'un tweet qui est assez récent, qui provenait de la Comédie Française et qui avait eu le malheur d'utiliser l'écriture inclusive. Elle s'était fait un peu bâcher avec notamment un commentaire qui disait « Molière accepterait-il l'écriture inclusive ?» Et la réponse de la Comédie Française était assez exceptionnelle puisqu'elle citait Molière, le malade imaginaire. Elle avait dit « Les anciens, monsieur, sont les anciens et nous sommes les gens de maintenant ». Donc, est-ce que ça prouve que finalement, c'est une évolution qui est normale et qu'on devrait, voilà, le pluralisme, en tout cas dans le langage, ça peut être une solution peut-être pour réconcilier différents publics? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une question ou une affirmation? Je dirais oui, à condition de ne pas vouloir forcément chercher à faire du commun. C'est-à-dire que la langue, il y a ce fantasme de parler la même langue. Au fond, même le même mot, il a des significations différentes en fonction des expériences différentes qui sont les nôtres. Et donc, si on veut vraiment pluraliser, je crois qu'il faut porter attention à ça, à ce risque de vouloir former une espèce de langue commune, fût-elle plus inclusive. Je vous remercie. Et ensuite, j'ai une autre question qui était pour vous, Natacha. J'avais vu, c'était un projet d'une designeuse, enfin, elle était spécialiste en typographie et elle avait eu cette idée pour essayer d'enlever un peu la hiérarchie qu'on pouvait avoir entre toujours le féminin et le masculin, notamment avec le point médian. C'était une écriture qui était à la verticale, c'est-à-dire que les différentes possibilités étaient les unes au-dessus des autres. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être une solution de changer l'aspect visuel aussi de la langue? Alors, je ne suis pas assez linguiste pour y répondre, mais je ne sais pas si c'est juste une question oui, de regard ou d'esthétique de la langue. Je ne suis pas sûre que d'abord, il faut après pouvoir le verbaliser, pouvoir l'écrire. Il faut que ça ait un sens quand même dans l'écriture, me semble-t-il. Et donc, c'est vrai que pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la question de l'accord de proximité, c'est que quand même, d'une part, à la lecture, au moins, c'est voilà, pour tout le monde, c'est appréhendable et on comprend quand même dans la langue ce qui s'y passe. Et aussi, ça traduit une scène sociale. Pourquoi pas un multiple graphique, mais après, quelle est l'intention, je dirais, du geste? là où je rejoins aussi Bruno dans les pluralismes de formes possibles. Ça ne veut pas dire tous les pluralismes de formes dans une seule écriture, parce qu'autrement... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir comment, à partir d'un point de vue de l'oblique ou de l'inattendu, on vient aussi surprendre le lecteur et on vient l'inviter à penser autrement. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'une écriture qui fait penser autrement. Voilà. J'aime bien cette idée de l'inattendu, oui, de l'intempestif. Derrida définissait comme ça l'hospitalité. Il disait l'hospitalité, c'est la possibilité de plusieurs langues. C'est-à-dire, quand on est hospitalier, c'est pas attendre à ce que l'autre intègre sa langue, soit accueilli dans une place qui lui est réservée, mais au contraire se laisser porter par la possibilité de la surprise, de l'inédit, de l'innovation dans la langue même. C'est ça. Ce sera une belle chose à répondre aux personnes qui nous agressent quand on essaye de changer un petit peu la langue sous prétexte que ce n'est pas le bon code. Donc on a beaucoup parlé du langage.
en tant que norme hétérosexiste, mais il y en a une autre de norme, c'est le droit. Et c'est un peu votre spécialité, Bruno. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Comment est-ce que finalement c'est aussi un appareil normatif? Oui, le droit est un appareil normatif, comme beaucoup d'autres appareils normatifs. Ceci étant, je me méfie beaucoup de comment dire, la radicalité à petit prix ou de la radicalité facile qui consiste à se penser hors droit, à considérer que, au fond, le droit, c'est du normatif, donc on ne peut être radical que si on se situe en dehors du droit. Mais il n'y a pas de en dehors du droit. Les institutions ont une fonction, c'est que l'anthropologue Mary Douglas l'expliquait très bien, c'est qu'elle nous elle représente pour les personnes une espèce d'économie d'énergie. S'il n'y avait pas d'institution, il faudrait en quelque sorte délibérer en permanence sur ce qui fait les modalités de l'interaction. Ce serait évidemment épuisant et a fortiori plus difficile pour celles et ceux qui ne sont pas en situation de force du point de vue numérique, du point de vue du pouvoir, etc. Donc, plutôt que de se dire, alors, si je dis ça, c'est parce que j'ai en tête qu'un certain nombre d'auteurs queer, théoriciens et théoriciennes queer américaines et américains créent une espèce d'opposition entre ce qu'ils appellent, je pense à Jasbir Puar en particulier, d'une part les sujets normatifs et les sujets, sous-entendre ici sujet veut dire personne, hein, sujets normatifs et sujets non normatifs. Moi, je ne connais pas de sujet non normatif. Dans l'acte même de résister à des normes, on produit d'autres normes. Et penser, c'est d'abord penser contre soi. Donc, je crois qu'il faut, un petit peu comme pour le langage, avoir un usage stratégique du droit, voir ce qu'il nous fait et ce qu'on en fait. Et c'est un peu l'objet de mon prochain livre, autour de la notion de minorité et de l'usage de la notion de minorité en droit. Au fond, aujourd'hui, la notion de minorité fait face à une espèce de double défi. Le premier est externe, en quelque sorte, c'est-à-dire que des essayistes, militants, universitaires, parfois réactionnaires, qui dénoncent à longueur de journée la tyrannie des minorités, utilisent aussi le droit pour pouvoir prétendre être protégés en tant que minorité. C'est-à-dire ils ne se contentent pas de dire « nous sommes la majorité silencieuse opprimée par des minorités actives, internationalisées, des élites puissantes, etc. » L'idée du complot minoritaire, ça c'est ce qu'on a plutôt à droite. À gauche, c'est une version un peu différente où globalement, il s'agit de dire que les partis politiques auraient abandonné le peuple au profit des minorités. C'est un discours qui est très, très fréquent, comme si les deux étaient déconnectés. Eh bien, ces mêmes groupes, ces mêmes essayistes, ces mêmes idéologues réactionnaires réclament aujourd'hui leur dû au droit et demandent à être protégés en tant que minorité. Alors, aux États-Unis, il y a plein de cas très intéressants. Par exemple, je vais vous donner celui-ci, un couple marié, gay, voulait un gâteau de mariage. Le pâtissier a refusé de leur fournir le gâteau. Et l'argument était un argument au nom de la liberté d'expression, c'est-à-dire le premier amendement, et la liberté de créer. Et donc refusait de fournir un service au nom de la liberté d'expression. Et donc, il y a eu un cas qui est allé jusqu'à la Cour suprême pour des raisons de procédure et des raisons liées au vocabulaire qui avait été utilisé par le Comité des droits de l'homme du Colorado. La Cour suprême a donné raison aux pâtissiers. Mais cet exemple-là montre bien qu'il y a une volonté d'utiliser le langage du droit
qui normalement est censé protéger les minorités contre les minorités elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un challenge externe très important. Il y a des cas similaires sur les questions d'avortement aux États-Unis par ailleurs. D'ailleurs, en France, vous voyez bien aussi comment la Manif pour tous, les veilleurs ont utilisé même le visuel, le visuel des mouvements minoritaires. Il y avait des affiches qui rappelaient mai 68. Il y avait des slogans, la parité d'abord dans le mariage. Les veilleurs ont récité Hannah Arendt, Martin Luther King. Et donc, il y a aussi une volonté là de couper l'herbe sous le pied des minorités. Le deuxième challenge, il est interne. C'est que, au fond, la notion de minorité est aussi un peu victime de son succès. C'est-à-dire que le droit protège les minorités pour l'essentiel selon des listes. Donc, il y a des catégories de discrimination qui sont reconnues. Ces listes tendent à être étendues au fur et à mesure des années, mais ça rend le droit évidemment beaucoup plus complexe lorsque l'on est l'objet de plusieurs discriminations en même temps. Donc, c'est tout l'enjeu de la notion d'intersectionnalité qui a été avancée par une juriste, Kimberlé Crenshaw, avec cette idée qu'il faut essayer de penser la dynamique des discriminations. Or, pour l'instant, le droit n'est pas très bon pour penser cette dynamique. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que c'était un exercice très difficile. La Cour de justice de l'Union européenne a estimé dans plusieurs affaires qu'elle ne pouvait examiner plusieurs discriminations si elle pouvait faire la preuve d'au moins l'une d'entre elles, de l'effet concret de l'une d'entre elles séparément. La juriste Robin Striker a aussi expliqué ce paradoxe très bien en disant, au fond, si on est discriminé en tant que femme noire, l'employeur aura, par son employeur, l'employeur aura beau jeu de prouver qu'il ne vous discrimine pas en tant que femme, qu'il ne vous discrimine pas en tant que noire, pour pouvoir prouver qu'il ne vous discrimine pas en tant que femme noire. Donc, il peut y avoir un effet presque paradoxal de ce point de vue-là. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'explorer, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, mais d'autres dynamiques qui existent aujourd'hui en droit, qui viennent en quelque sorte en complément de la notion d'intersectionnalité. Par exemple, lorsque ces listes ne sont pas limitatives, c'est le cas de la Convention européenne des droits de l'homme, le notamment. Il y a eu un cas intéressant, Liza Grant, devant la Cour de justice des communautés européennes dans les années 90, où c'était une femme lesbienne en couple qui travaillait pour une compagnie de train en Angleterre et sa partenaire n'avait pas les mêmes avantages en termes de tarifs réduits que d'autres employés hétérosexuels. Et donc, l'avocate avait utilisé comme raisonnement le comme si, c'est-à-dire qu'au lieu de penser directement la question de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle à un moment où le droit européen n'était pas protecteur, elle a dit qu'au fond, si elle avait été un homme, la partenaire, elle aurait bénéficié d'une protection. Donc là, on a un exemple très intéressant d'une pensée où, au fond, une catégorie de discrimination, en l'occurrence là, le sexe, sert à protéger l'orientation sexuelle. Donc, je crois qu'il y a quelque chose d'important à approfondir cette forme de pensée analogique où on compare moins. Le droit est assez brutal, hein, il compare. Si vous êtes discriminé, regarde d'autres situations de discrimination. Mais plutôt que d'effectuer simplement une forme de comparaison, essayez de penser des rapports d'équivalence. Et du coup, une certaine mobilité aussi. Là, on en revient très volontiers au travail de Colette Guillaumin que Natacha a évoqué. On peut être minoritaire selon un axe donné, dans un champ donné, et majoritaire en même temps, selon d'autres. Donc là encore, l'approche analogique a ce mérite d'apporter plus de complexité et créer aussi des formes de dynamique entre les minorités elles-mêmes. C'est vraiment très intéressant les deux points que vous avez mentionnés, parce qu'on a l'impression que c'est quand même la même stratégie qui est employée par les dominants et les dominés, c'est finalement utiliser les mêmes codes que l'opposant pour faire en sorte que ça passe beaucoup mieux.
Et moi, j'avais une question. Je me demandais si finalement la clause de conscience qu'on peut retrouver sur l'IVG en France, est-ce que ça fait partie du même type de mécanisme, à finalement reprendre cette idée de liberté, de choix dont font la promotion les femmes pour défendre l'IVG et l'appliquer au domaine médical, de dire que nous aussi, on est libre de ne pas le faire. Est-ce que ça fait partie d'une même stratégie? Natacha, tu veux dire quelque chose ou, D'abord, je te laisse répondre si tu as cette question. Non, moi, moi, je voudrais sur une autre question autour du droit et des violences faites aux femmes, mais on va. Non. Sur la question de la clause de conscience, moi, là, il faudrait faire, et j'en suis bien incapable, une histoire de cette clause de conscience, c'est-à-dire de savoir dans quel contexte elle s'est imposée. Ce que je voudrais simplement noter, c'est que c'est tout le débat qu'il y a en ce moment, évidemment, autour de l'avortement dans un certain nombre d'États américains et en Pologne cette semaine même, c'est qu'il s'agit d'une question de santé. Le fait que l'avortement soit pratiqué partout ou pas, ou légal ou pas, n'a pas d'impact sur la pratique de l'avortement, ça a simplement un impact sur la santé des femmes. Et donc, la question de la clause de conscience, d'un point de vue de la déontologie médicale, me semble pour le moins spécieuse. Oh, merci. Natacha? Non, alors je suis assez. Enfin, je trouve que les ouvertures que propose Bruno sont très intéressantes aussi sur la question du rapport minoritaire-droit. Et alors, bon, moi, ça fait écho à un autre champ, je dirais, d'application du droit, qui est celle de la question des violences faites aux femmes et qui est en droite ligne aussi, évidemment, avec mon prochain bouquin qui va paraître au printemps, c'est où on se trouve aussi à questionner à la fois l'usage du droit, le recours au droit et la question des catégories pénales. Première, l'usage du droit, effectivement, et ça je suis vraiment d'accord avec Bruno, et je rejoindrai même un autre auteur qui est Vincent Cizer, qui dit il faut assurer la sûreté des personnes, c'est-à-dire qu'il s'oppose au langage sécuritaire, mais plutôt l'idée que justement les populations les plus minoritaires doivent connaître le droit. Et c'est une sûreté collective. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'être sujet aussi, c'est avoir connaissance du droit et de son langage, qui n'est pas une chose simple. Passer devant un tribunal, eh bien, évidemment qu'on n'est pas les mêmes selon les capitaux sociaux, selon les classes sociales, selon les positionnements de genre, etc. Deuxième élément, et là c'est aussi évidemment c'est un débat qui suscite beaucoup de controverses depuis plus d'une trentaine d'années, c'est la question de la prise en charge des violences faites aux femmes, où je dirais la trajectoire pénale, elle se construit dans une dialectique auteur-victime et dans je dirais un récit pénal autour de la question de la responsabilité du passage à l'acte, etc. Et donc on a deux débats. Un débat qui dit mais il faut augmenter plutôt l'arsenal répressif afin de condamner les hommes auteurs de violences conjugales. Une autre position qui est une position que l'on qualifie d'abolitionnistes féministes et qui disent mais enfin en gros si on regarde le chiffre des récidives pour les auteurs de violences, on voit bien que la question de la pénalisation ne fonctionne pas, donc il faut inventer d'autres modalités de sanction, puisqu'en fait la question de la pénalisation, elle consiste plutôt à déléguer je dirais la résolution du problème lié justement au continuum des violences et à la domination masculine à l'État et donc à sa propre structure et à favoriser une forme de capitalisme carcéral, donc à la construction de nouvelles prisons. Donc, comment on pense autrement la question de la justice en disant il faut plutôt aller du côté d'une justice transformatrice qui vient pointer les effets de la domination masculine, contrairement à une justice pénale qui ne s'arrête qu'à la définition de l'acte. Bon, c'est un débat. Je n'ai pas du tout de solution, mais on est dans le pensée. Deuxième élément, du côté des femmes. Alors ça, là, je vais vraiment parler de quelques éléments de mon terrain de recherche, mais j'ai donc interrogé un certain nombre de femmes condamnées pour de moyennes et longues peines, et sur les 3/4 des femmes que j'ai rencontrées en prison, elles étaient toutes victimes de violences masculines, justement dans ce continuum plus ou moins visible. Et toute la question, c'est
on demande au moment de leur passage à l'acte, ce qu'on appelle un passage à l'acte, bien souvent, évidemment, ça ne correspond pas à la temporalité de la violence subie. Mais c'est les violences répétées, justement, les violences intériorisées, la peur panique, un repli sur soi, et tout d'un coup, une situation qui fait que les femmes passent à l'acte. Du coup, quand elles se trouvent condamnées, eh bien, elles ne peuvent pas justifier d'une légitime défense. Donc là, ça vient reposer aussi une autre question du droit aujourd'hui, qui est celle de la question de la légitime défense dans les affaires conjugales, enfin, dans les affaires de violence masculine, parce que moi, ce terme de violence conjugale aussi, je le conteste assez, puisque justement, tous ces effets cumulatifs de violence ne sont souvent pas reconnus au moment du jugement, mais en plus, pendant l'évaluation pénale, mais elles ne sont pas aussi parfois reconnues par les femmes elles-mêmes, puisqu'elles n'ont pas justement cette grille de lecture permettant la reconnaissance de ces situations de violence. Et donc là aussi, je trouve que ça ouvre un chantier dans le langage juridique, à la fois sur ses usages, victime, auteur, qui est victime, qui est auteur. Moi, j'ai rencontré des femmes en prison qui me disent, mais enfin, on me demande tout le temps de me qualifier comme auteur, de me dire auteur, mais moi, je vais vous dire ce que c'est, qui est l'auteur. Et donc, voilà, comment du coup on pense le droit, et bon, en tout cas, c'est ce que j'essaie d'ouvrir avec mon prochain livre, c'est l'idée que aussi cette discussion autour du droit, elle doit s'ouvrir avec une lecture sociologique des rapports sociaux. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, en tant que femme, on n'a pas les grilles nécessaires pour décrypter toutes les violences dont on peut être les victimes. Comment est-ce qu'on change ça alors? Est-ce que ça passe par de la sensibilisation, des campagnes? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est d'abord, justement, nous, on est un peu des passeurs. Le rôle des sociologues, des politologues, c'est justement d'aller faire ce qu'on fait, c'est-à-dire travailler sur des terrains de recherche et recueillir ces récits, d'où le fait, tout à l'heure, j'insistais sur l'usage du continuum, parce qu'il permet de révéler ces violences invisibles. Et donc, il me semble que ce qu'on écrit, ça peut être des outils de prise de conscience. Alors nous, on n'est ni des acteurs du juridique, ni des acteurs politiques, mais après, c'est justement aux acteurs militants, politiques, juridiques de s'en saisir, effectivement, donc de mettre au jour cet invisible des violences, me semble-t-il. Par exemple, voilà, aux étudiants de s'en emparer et pourquoi pas de faire des campagnes de sensibilisation dans les institutions dans lesquelles vous êtes et ailleurs. Mais vous êtes aussi les voix de l'après à ce niveau-là. On essaie en tout cas, même si c'est jamais simple. Ensuite, on voulait s'appuyer sur un des webinaires qu'on avait fait précédemment, donc avec Éric Massé, qui mentionnait que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Alors, j'aurais bien aimé savoir ce que ça vous renvoyait et ce que vous en pensiez. Ce que j'en pense. D'abord, dit comme ça, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Maintenant, voilà, cette formule wittigienne est prise de toutes parts. Il faut la remettre dans son contexte. Quand Monique Wittig dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, elle rajoute elles ne sont pas des femmes justement dans la sphère de l'appropriation privée, puisqu'elle est justement, elle, dans une lignée de lecture matérialiste. Mais elle n'échappe pas à l'appropriation collective, et là, elles redeviennent des femmes. Et dans l'appropriation collective, c'est la question justement du travail salarié, de la question de la sphère publique, de tout ce qui concerne la sphère publique. Donc pour Wittig, quand elle dit ça, c'est l'idée qu'au fond, le lesbianisme, ce n'est pas une fin en soi, mais en échappant à l'appropriation privée, au fond, les lesbiennes proposent aussi et vivent d'autres, je dirais, rapports sociaux, à la fois sur le plan de l'expérience émotionnelle, sur l'expérience corporelle et sur l'expérience des affects, que celles façonnées par l'hétérosexualité, puisque justement, elles y échappent dans ce champ de l'affect ou dans ce champ de la sphère privée. Mais il faut bien le lire dans le sens, elles n'y échappent pas par magie, elles y échappent puisque justement, elles ne sont pas prises dans une fausse altérité qui résulte de l'hétérosexualité comme régime politique. Donc ici, le lesbianisme est vraiment une proposition à la fois, je dirais, politique et poétique. Il faut lire Le corps lesbien, par exemple, qui me semble être, pour moi, ça a été une œuvre fondamentale et majeure, c'est-à-dire, c'est l'idée que justement, dans ce rapport-là, on échappe à la catégorisation de sexe, puisque l'altérité n'est plus construite sur ce façonnage de la différenciation des sexes. Et par exemple, dans Le corps lesbien,
eh bien, le mot corps lui-même, on parlait de la langue tout à l'heure, se démasculinise et avec le mot lesbien, il devient justement une catégorie de sexe déconstruite. D'où, voilà, donc on est dans tout ce champ-là. Enfin, là, je suis très rapide, hein, mais enfin, en tout cas, on est dans tous ces possibles-là. Mais c'est vraiment à lire hein, en lien avec la lecture Appropriation privée-publique, d'ailleurs, de Colette Guillaume. En tout cas, ça renvoie pas mal à une polémique qu'on a eue récemment avec le livre Le génie lesbien d'Alice Coffin. Je n'ai pas encore lu, que je compte lire. Qui a l'air génial, et en tout cas, j'en ai lu quelques extraits. Et elle a eu le malheur de dire qu'en étant lesbienne, elle se prémunissait du risque de subir des violences conjugales. Et là, ça a fusé de tous les côtés. Donc, ça montre aussi le fait que le fait de se retirer de ce système, ça pose des soucis, alors que... Enfin, alors, moi, je n'ai pas encore lu son livre, hein, donc je ne vais pas parler de son livre, mais je vais le lire. Mais ce qui est sûr, alors là, je vais répondre à la fois en tant que sociologue et en tant qu'utopiste concrète, mais en tant que sociologue, quand on regarde les chiffres sur les violences faites aux femmes, effectivement, quand même, là aussi, les 3/4 des violences faites aux femmes sont le fait d'hommes et d'hommes proches, que ce soit des conjoints, des pères, voilà, des cousins, etc. Donc, il y a peu de recherches sur les violences dans les couples lesbiens, mais en tout cas, c'est Vanessa Watremez qui avait commencé à travailler sur cette question il y a des années et où elle montrait bien que les violences dans le cadre du couple lesbien, elles résultent aussi du système de l'hétérosocialité, mais elles ne sont pas fondées et légitimées par l'hétérosexualité, ce qui est très différent quand même, me semble-t-il. Et par ailleurs, j'ai lu que quelques passages, hein, mais ce que dit Alice Coffin sur la question aussi de la culture, et tout à l'heure Bruno en parlait, de langage, mais effectivement, quand on est dans une position minoritaire, eh bien, pour se fonder au monde, on crée sa propre, je dirais, communauté culturelle. Et oui, moi, il y a un certain nombre de lectures qui m'ont fondée. Je crois qu'on va y venir après sur les conseils de lecture, mais quelques lectures qui m'ont fondée, qui se renouvellent. Et ce n'est pas du tout essentialiste que de dire qu'on va chercher des lectures justement qui ne reproduisent pas le caractère universalisant de la domination, mais on puise ailleurs. Et un langage différent aussi d'ailleurs. Ça, au fond, le livre d'Alice Coffin, que je commence moi-même, d'abord, rappel des faits, Natacha, tu as raison de le dire, la violence au sein du couple hétérosexuel est statistiquement établie. Et puis par ailleurs, elle défend un point de vue qui est au fond celui de Virginia Woolf, qui est celui de se créer une chambre à soi, en tant que femme, en tant que gay, en tant que personne trans. Ces références-là sont absolument essentielles pour se construire et ça implique de faire un certain nombre de choix stratégiques, ce d'autant plus qu'on a été instruit, éduqué, socialisé dans une culture dominante. Donc la polémique est vraiment celle d'un dominant qui reproche à celui-là même ou à celle-là même qui l'a exclu de développer sa propre culture. Mais ceci dit, c'est une arme très puissante. Quand on arrive, je crois que pour le coup, ACT UP a vraiment beaucoup joué là-dessus. Quand on arrive à jouer sur la frustration du dominant en exhibant, en s'amusant de tout ce que le dominant perd dans le rapport de domination, on a là un outil militant, oui, très puissant. La discussion me fait penser à ce que disait, c'est une façon de lui rendre hommage, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est Anne Le Gall, dans le séminaire où Natacha et moi nous sommes rencontrés, qui était le séminaire de Didier Ribon et Françoise Gaspard à l'École des hautes études en sciences sociales, sociologie des homosexualités. Anne Le Gall, militante féministe, disait toujours, au fond, les lesbiennes sont des esclaves émancipés, alors que les gays sont des traîtres. On a évoqué cette idée d'émancipation. La traîtrise, c'est la traîtrise à l'ordre masculin, c'est-à-dire le fait de ne pas totalement incarner le rôle de genre qui vous est assigné
et à partir duquel vous pouvez tirer un certain nombre de privilèges dans les rapports économiques et sociaux. Puis au fond, il y a aussi une question que vous posez là, qui est comment on fonctionne ensemble, au fond. C'est-à-dire comment on se positionne lorsque... est-ce qu'on sort d'un système? Comment on sort d'un système? Est-ce qu'on en sort totalement? Le système de pensée, c'est ce qu'on a évoqué avec le langage, avec le droit, et comment on interagit avec d'autres personnes qui ont d'autres parcours. Après tout, c'est aussi ce qui se passe là, dans ce cadre-là, dans notre échange, Natacha et moi. La réponse la plus classique des mouvements sociaux, c'était de prêcher la convergence des luttes, en disant, voilà, on a un combat lesbien, un combat gay, un combat trans, un combat contre la pauvreté, un combat contre le racisme, etc. Et il va y avoir une convergence des luttes. Le problème de la convergence des luttes, c'est que c'est vers quoi on converge. Et ça pose la question du porte-parole là. Et bien souvent, et c'est notamment le cas dans l'approche du genre chez les marxistes, disons, traditionnels, c'est de considérer qu'il y a une hiérarchie des luttes et que la lutte pour le pouvoir, pour comment dire, la meilleure répartition des ressources économiques prime d'autres luttes. On a eu une phase, je crois, au cours des 15 années qui ont précédé les années 2000, où on a eu une logique peut-être plus importante en termes de coalition. La dernière manifestation de ça, c'est probablement au moment de l'élection d'Obama, l'idée de la coalition arc-en-ciel. C'est-à-dire on a du commun, on trouve un dénominateur commun et on fonctionne sur cette base-là. Sauf que le commun, en termes de valeur, il n'est pas si simple. Ce qui résonne entre les minorités, c'est une position par rapport au rapport de pouvoir. Mais ça ne veut pas dire avoir les mêmes valeurs, ça ne veut pas dire avoir... On voit bien entre les mouvements féministes, gays, antiracistes, les positions sur la prostitution, sur la gestation pour autrui, divergent assez sensiblement. Plus récemment, et cette perspective-là me paraît très intéressante, elle a été développée dans le cadre du comité Adama, c'est de plaider pour une sorte de parallaxe des luttes, c'est-à-dire se dire, au fond, on va au bout de notre lutte, et quand on va au bout de sa lutte, on crée des brèches, on crée des nouveaux outils, et aux autres de se saisir de ces outils, aux autres de pénétrer ces brèches, avec leurs propres problématiques, avec leurs propres besoins. Au fond, les minorités, je l'ai dit plus tôt, parce qu'elles sont clivées, parce qu'elles sont constituées par un rapport de domination, les minorités vivent un paradoxe permanent. Et chercher à résoudre ce paradoxe, c'est au fond rendre un fier service à la domination. Les faire vivre ce paradoxe, c'est beaucoup plus productif. Ne pas chercher à résoudre les contradictions, les faire vivre. Et j'aurais souhaité revenir sur un élément que vous avez mentionné qui fait assez écho encore une fois à un webinaire qu'on a fait précédemment, cette notion de l'homme gay qui est finalement un traître de son propre sexe. On avait parlé avec Emmanuel Bobassi du fait que finalement les trans, donc les hommes trans, étaient aussi perçus comme des traîtres parce que finalement ils vivaient un déclassement. Et que ça, c'est assez incroyable parce qu'on voit que quand on se met dans une position d'opprimé alors qu'on aurait pu être l'oppresseur, c'est toujours hyper mal vu. Alors que ces personnes, elles ont finalement un rôle tellement important à jouer dans les luttes parce qu'elles ont un peu connu les deux positions dans la société. Celle où on a tous les avantages, tous les privilèges et celle où on vit un peu le renversement de la situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vois que vous hochez la tête. Tu veux dire quelque chose, Natacha, parce que j'ai beaucoup parlé, mais sinon, j'enchaîne. Vas-y. Non, moi, je voulais... mais après, non, je reviendrai après sur un point. Mais vas-y.
Oui, je hochais la tête parce qu'il n'y a pas, là aussi, il y a une forme de continuité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une position lorsque l'on est cisgenre aux yeux des autres, dans une position de pouvoir, enfin cisgenre, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre son genre anatomique et son identité. Lorsque ça, c'est ce que les autres perçoivent de nous, on est déjà soi-même, en tant que personne trans, dans une forme de décalage. Et donc, l'idée selon laquelle il y aurait une adéquation et ensuite une situation où on ne récupère pas les privilèges dont on jouissait avant, ça me paraît assez inexact. C'est comme l'expérience du placard, au fond. On n'en finit jamais de sortir du placard. Le placard est toujours un peu transparent, ce que disait Yves Sedgwick, à savoir que on ne sait pas si les autres savent, on ne sait pas s'ils savent qu'on se doute qu'ils savent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté permanente. Et moi, je dirais plutôt que les personnes trans radicalisent cela, radicalisent le fait que l'on remplit jamais totalement la catégorie à laquelle on vous place. Et donc, en effet, cela suscite des haines farouches et pose un certain nombre de problèmes très concrets. Le droit français est très, très, très insuffisant lorsqu'il s'agit de la situation des personnes trans, du changement d'état civil qui a été démédicalisé, mais qui requiert une approbation judiciaire, le fait que les personnes mineures soient en dehors du dispositif. Enfin, il y a la question de l'accès au logement, de l'inscription même du sexe à l'état civil. Beaucoup de pays proposent des solutions, on parlait de pluraliser, des solutions qui impliquent plusieurs genres, y compris neutres, où on a aussi évoqué la possibilité de faire disparaître pour certaines personnes, celles qui le souhaitent, le genre à l'état civil. Il faut là aussi pluraliser, c'est-à-dire que les expériences des personnes trans sont aussi des expériences multiples. Certaines peuvent revendiquer la disparition du sexe à l'état civil, d'autres peuvent préférer qu'il y ait une multiplication des catégories parce que être défini comme homme ou comme femme à l'état civil importe pour elle et pour eux. Et donc, dans ce cas-là, il faut aussi entendre ça. Et surtout, ce qu'Emmanuel Bobassi disait, c'est que finalement, si on rajoute un autre ou neutre, il y aura quand même toujours la normalité d'un côté et cet autre, cette nouvelle catégorie. Et finalement, ça ne changera pas le problème. Donc, en fait, tout dépend qui définit l'autre. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. Et le rapport social de pouvoir, il est là-dessus. C'est qui est défini par qui. Mais je voulais juste, peut-être que je fais une trop rapide transition, mais parce que ça a résonné évidemment entre ce dont vous avez parlé tout à l'heure, d'Alice Coffin, et puis ce que notre discussion là depuis le début de cette conversation, où on ne sait d'ailleurs pas qui nous regarde et comment ça se passe, c'est assez désarmant, je dois le dire. Et ce que vous nous avez demandé en termes de conseils de lecture, mais je fais peut-être une trop rapide transition, vous me direz, mais évidemment, il y a une suite logique. Je pense qu'aussi la question de la position minoritaire, eh bien, elle demande aussi à se. D'abord, elle ne sait pas qu'elle se met à distance. Elle est à distance de plus que la norme du système. Forcément, être minoritaire, c'est être à distance du dispositif du pouvoir. Mais en même temps, on subit ce dispositif du pouvoir. Et ce pouvoir, et donc ce pouvoir de la domination. Et donc aussi, une des issues, vous me posiez tout à l'heure en début d'entretien, pourquoi vous êtes arrivé à traiter de ces questions, mais je pense que fondamentalement, l'émancipation aussi, alors après ça dépend, mais en tout cas pour Bruno et moi par exemple, et bien pour d'autres aussi, ça passe par la réalisation du savoir. Et la réalisation d'un savoir incarné qui justement
permet je dirais, de souligner cette attention consciente au réel que l'on a en tant que position minoritaire de diverses manières. Et on produit ce savoir et on acquiert aussi du pouvoir du dedans en s'écartant justement du pouvoir des autres, du grand autre, de la domination dans la production de ce savoir. Et du coup aussi, ça me vient avec un conseil de lecture, mais parce que ça revient aussi à rendre légitime celles et ceux qui justement n'endossent pas ces rôles dominants ou sont mis en exclusion par rapport à ce rapport dominant. Et donc sont l'objet aussi d'une autre forme de violence qu'on n'a peut-être pas encore, dont on n'a pas encore trop parlé, c'est la violence de la négation répétée et continue. C'est-à-dire ce qui caractérise le pouvoir de la domination, c'est être aussi soit dans le champ académique, vous êtes trop militant, Alice Coffin, elle est ceci, bon, mais bref, ou alors c'est la négation. Et voilà, et donc ça évidemment de manière différente. Et alors donc j'ai pensé à un livre qui est assez contemporain de Sarwar, Crêver l'obscur, Femmes, magie et politique, parce que justement elle propose un concept qui est celui d'immanence. Et le concept d'immanence, c'est justement cette capacité à se mettre à distance par la création du savoir, du pouvoir des autres. Après, j'ai un podcast à vous conseiller, mais... C'est génial, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions des participants et participantes. Alors, juste le podcast, parce que quand même, je l'ai beaucoup écouté avant, et comme vous me l'avez demandé, mais je pense qu'il est quand même très intéressant aussi. C'est d'abord, je fais la publicité, mais parce qu'elle le mérite, d'un podcast que je trouve très bien, qui est un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio. Et justement, la dernière série de juin 2020, elle a fait toute une série qui s'appelle « Pensée en féministe, le monde d'après », dans la situation justement sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Et je trouve très intéressant cette émission parce qu'elle discute à l'appui de récits de femmes justement qui occupent ces professions invisibles ou ces professions justement que l'on néglige, qui sont celles qui assurent aujourd'hui l'équilibre quand même dans la crise du Covid. C'est les femmes dans les EHPAD, les infirmières, les aides à domicile, les institutrices, justement, les caissières dont on a tant loué je dirais les qualités pendant le printemps, les agents d'entretien, les nounous. Donc, ces professions qui sont quand même les chevilles ouvrières qui font tenir l'organisation sociale dans l'espace privé et dans l'espace public, et qui, particulièrement en ce moment. Et donc, l'émission, là où elle est intéressante, c'est pas juste le récit, c'est qu'en plus, toutes discutent justement de la question du pouvoir de décision collective. Et en tant que femmes, et à la création d'espaces de solidarité. Et au fond, et je pense qu'on peut aussi amorcer le débat comme ça, c'est-à-dire qu'elles interrogent les rapports de pouvoir à partir aussi de classes sociales subordonnées dans la hiérarchie des classes, dans ces espaces professionnels, et elles viennent aussi proposer des espaces d'utopie concrète et de solidarité possible. Je vous remercie. Et puisqu'on est lancé sur les recommandations, je vais peut-être vous laisser. Bruno. Recommandation rapide, je partage tout ce que vient de dire Natacha et n'ajouterai rien. Puisqu'il s'agit de patriarcat, 2 romans très beaux. Le premier, un roman qui est paru l'an passé, le roman d'Anne Pauly qui s'appelle « Avant que j'oublie », qui est le récit du deuil de son père. Le roman commence avec le décès de son père, et c'est un roman qui bouleversant, drôle, et qui aussi donne à voir ce que c'est que le rapport au père en tant que femme lesbienne entourée d'amis lesbiennes et gays, comment l'ordre familial est signifié, comment son étrangeté nous arrive. C'est un livre d'une certaine façon qui amène aussi à penser un peu autrement le père, et par conséquent aussi la question du patriarcat. Et donc pour enchaîner sur ce point, le deuxième roman que je voudrais suggérer, qui est au fond presque un essai d'une certaine façon, c'est celui de Christophe Honoré qui s'appelle « Ton père », qui est le récit d'une expérience de paternité en tant qu'homme gay, mais qui sert de point de départ pour réinvestir toute son enfance, toute son adolescence et le vécu de son identité
homosexuels, avec aussi un décalage entre deux époques, qui était celle des années 80-90 et l'époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, je pense que c'est aussi bien de penser cette figure-là pour penser le patriarcat et aussi pour le transformer. Si on retient ce terme-là, à ce moment-là, utilisons des chemins de traverse aussi. On vous remercie en tout cas pour ces recommandations. On a 2-3 questions de la part des participants et participantes et je laisse Anna s'en occuper. Merci Stacy et merci à vous deux pour l'échange passionnant en tout cas. Vous avez tous les deux milité à ACT UP, du coup, de ce que j'ai compris. Une première question serait là-dessus. Est-ce que le modèle d'ACT UP du militantisme, c'est encore quelque chose qui peut marcher aujourd'hui? Surtout quand on voit, par exemple, l'évolution des mouvements réactionnaires qui sont peut-être moins visibles. Est-ce qu'on a vu la même évolution avec des mouvements comme ACT UP ou qui revendiquent ce genre de choses? Et enfin, si vous pouvez parler un petit peu de ça. Alors peut-être, j'amorce. Bruno, tu veux continuer après? Non, je ne sais pas si ça peut marcher, mais en tout cas, je trouve que ce qu'a ouvert ACT UP en termes justement de pratiques militantes et politiques, c'est le fait, notamment, alors là c'était sur la question de la santé évidemment, liée au sida, mais c'est le fait qu'on est soi-même expert en tant que minoritaire d'un savoir et qui peut infléchir les politiques publiques. Et ça, je trouve ça fondamental. Et ça, je trouve que, bon, après, ça a ouvert à plein de pratiques, hein, ce qu'on appelait la question de la santé communautaire, par exemple. Mais moi, c'est une question qui me reste en tête, par exemple, sur ma dernière recherche et que je n'ai pas posée, c'est de demander, par exemple, aux prisonnières quelle serait pour elles, je dirais, une justice applicable. Qu'est-ce que serait pour elles le sens d'une justice applicable? Mais c'est-à-dire de toujours renverser les choses, c'est-à-dire de ne pas se dire qu'il y a les experts pensants désincarnés au fond de la pratique ou de ce qu'ils vivent justement en tant qu'expérience minoritaire et les autres pour qui on pense. Et ça, ACT UP a été, je trouve, enfin pour moi, je trouve que ça a été une pratique militante là-dessus très émancipatoire et évidemment, ce qu'il était aussi et qui peut-être sans doute pourrait marcher aujourd'hui, mais c'était les actions que l'on menait sous forme de ZAP. Évidemment que c'était non seulement assez, je dirais, exutoire sur le plan de l'action et du corps politique, envahir une scène politique, envahir un lieu où on n'est pas invité et où on s'invite par un rapport de force, hein, évidemment. Ça, moi, je trouvais ça très, très fort. Et donc, est-ce que ça pourrait marcher aujourd'hui? Sans doute. Maintenant, avec toutes les mesures, et là non plus de sûreté, mais sécuritaires actuelles dans l'espace public, les pratiques militantes sont plus compliquées à mener. On l'a vu avec les Gilets jaunes il y a 2 ans, on les a vus avec le mouvement sur les retraites, le mouvement contre la loi de la LPPR à l'université. Je veux dire, il y a une répression de l'espace public et une surveillance de fait aussi de l'espace public sans doute plus grande. Hein. Donc en termes d'action, c'est sans doute plus difficile. Moi, j'en retiens évidemment, comme tu l'as dit, l'action à la première personne, qui fait que toute personne séronégative dans l'association devait admettre d'être définie comme séropositive devant les médias. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans ACT UP qui était vraiment une mise en pratique de ce que c'est qu'une pensée minoritaire. Une pensée minoritaire, c'est-à-dire penser à partir de la position du minoritaire. La deuxième chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la richesse incroyable des échanges à travers les frontières des compétences professionnelles des uns et des unes et des autres. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure sur des façons de transformer le droit. Là, il se mettait en place des comités d'expertise sur les usages de drogue, sur la santé des femmes, sur la prostitution, qui allaient rassembler les militantes, les militants, des avocats et des avocates, des universitaires, des membres d'associations
des droits humains, etc., etc. Donc on avait aussi des modalités d'échange qui étaient absolument remarquables. Et puis, peut-être une leçon aussi fondamentale qui est que un minoritaire est toujours plus fort lorsqu'il est vivant que lorsqu'il est mort. Ça peut paraître un peu comment dire, simpliste de dire ça comme ça, mais il y avait un slogan très beau d'Act Up qui disait que je veux que tu vives. Et au fond, les minorités sexuelles sont en permanence confrontées avec le fantasme de la pulsion de mort. Alors, c'est très présent dans la littérature, c'est très présent dans certains discours psychanalytiques. Cette idée que parce qu'il n'y aurait pas d'enfantement biologique, il y aurait une sexualité qui serait dénuée d'objets, il y aurait une sexualité qui serait improductive, il y aurait du coup des cultures qui seraient des cultures de l'immédiateté, du plaisir, des cultures qui seraient égoïstes. Donc tous ces fantasmes-là, on continue à vivre dedans de façon différente, peut-être moins brutale que durant les années 80. Et donc, au fond, ce qu'a fait ACT UP, c'est ça, et en tout cas, moi, à mon échelle, c'est ça, c'est de dire qu'au fond, c'est toujours plus important pour des minoritaires que de prendre soin d'eux-mêmes. Et plutôt que d'être assigné à transformer le monde parce que minoritaire, de transformer son monde, de vivre son monde, et donc peut-être de transformer le monde social de façon générale, mais de le faire à partir de ses propres besoins. C'est ça. Colère égale action. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était que, quand tu parlais, un des slogans d'ACT UP, c'était aussi colère égale action, c'est-à-dire aussi de la colère des opprimés et l'élaboration à partir de la situation d'oppression. Super. Merci beaucoup pour vos réponses. On a encore une petite question de quelqu'un dans le chat qui nous demande, donc c'est plutôt pour vous, Natacha, pourquoi est-ce que vous êtes critique de l'expression violence conjugale? C'est quelque chose que vous avez évoqué très rapidement. Mais parce que je trouve que ça ne nomme pas, justement. C'est-à-dire ça inclut l'idée qu'il y aurait un contrat de conjugalité et qu'en fait, les deux membres de ce contrat seraient à parts égales dans cette situation de violence. S'il y a violence, déjà, évidemment, il y a une position asymétrique et ça ne nomme pas qui est l'acteur des violences. Alors que je préfère utiliser le terme de violence masculine parce que, vu les chiffres que l'on connaît, inversement, on sait aussi, et ça j'ai regardé récemment pour préparer un de mes cours, les données de l'enquête Virage, qui est la dernière enquête sur les violences de genre en France. Sur les 3% d'hommes subissant des violences, il y a, la plupart d'ailleurs sont des violences entre hommes, ce n'est pas dans le cadre de violences hommes-femmes. Et quand c'est le cas de femmes, je ne sais plus le chiffre, donc je ne voudrais pas dire d'erreur, mais c'est très, très mineur pour le coup. Et ça, pour le savoir sur le plan de l'analyse qualitative, c'est parce que justement, elles sont soit en situation de défensive ou en situation de violence cumulée qui fait qu'elles passent à l'acte. Mais ce n'est pas en tout cas à l'intérieur, je dirais, d'une structure de relation. Donc, je préfère utiliser le terme de violence masculine. Et alors, encore moins le terme de violence domestique, comme quelqu'un que je connais bien dans mon entourage qui dit mais alors c'est un aspirateur qui attaque dans les maisons et alors là ce concept, enfin c'est même pas un concept, ce terme de violence domestique est alors là je le trouve absolument réducteur et hors du réel. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses et ces échanges surtout. Je pense qu'on a pu apprendre énormément et on espère en tout cas que les participants et participantes ont pu en apprendre autant que nous. Et on vous souhaite une excellente soirée. On espère avoir très rapidement à nouveau l'occasion d'échanger avec vous et de pouvoir lire vos ouvrages, parce que je pense que c'est des mines d'or. Donc, merci beaucoup en tout cas.